Des travaux qui ont profité à ce circuit de Monaco, qui présente depuis l'an dernier, vous le savez, un nouveau visage, puisque toute la partie près de la piscine a été remblayée, a été gagnée sur la mer. Et ça permet au circuit d'être un petit peu plus étoffé. Il comporte un certain nombre de nouveaux virages que vous avez déjà pu voir l'an dernier et que nous allons revoir dans quelques instants. C'est le 32e Grand Prix automobile de Monaco, un Grand Prix bien sûr que tout le monde veut gagner. Tous les grands pilotes ont inscrit leur nom au palmarès. C'est le Grand Prix qui, d'après Jackie Stewart, champion du monde l'an dernier, est désormais à la retraite, mais qui est présent ici. C'est le Grand Prix qui réclame le plus de calme, de souplesse et sans doute le pilotage le plus complet. Peut-être pas le plus dur physiquement, mais certainement le plus dur au point de vue mental, au point de vue concentration, car en effet on ne peut pas se relâcher un seul instant. Les virages s'enchaînent les uns les autres et Jean-Pierre Beltoise me confiait hier qu'il n'avait pas une seule seconde pour jeter un œil sur ses cadrans, à la différence des autres circuits. Ici, on regarde toujours soit devant soi, soit dans ses rétroviseurs, car c'est évident que la course se passe à la fois devant et derrière. Ici, une vue du port de Monaco, un port ensoleillé. On a craint ce matin, on a craint la veille. À la fois, tout se passe bien. Et c'est sans doute sous le soleil que va se dérouler ce 32e Grand Prix de Monaco. Dans quelques instants, les 25 pilotes qualifiés vont faire leur entrée sur le circuit. Ils vont accomplir un tour de chauffe avant de venir se ranger sur la pré-grille de départ. 4 pilotes français vont participer . Oui, on me signale que le prince Régnier et la princesse Grace sont actuellement en train d'ouvrir le circuit, c'est la tradition. Je disais donc que 5 pilotes français en fait vont participer à ce Grand Prix. Patrick Depailler qui a réalisé le meilleur temps des Français, Jean-Pierre Jarier, Jean-Pierre Beltoise, François Migaud et Henri Pescarolo. Henri Pescarolo qui est d'ailleurs un participant de dernière minute, puisque en effet il ne doit sa participation à ce Grand Prix qu'au forfait enregistré ce matin de Chris Amon et de Jochen Mass. Chris Amon, dont les pièces de la voiture sont défectueuses, les roulements, a préféré renoncer. Jochen Mass, c'est un petit peu pour les mêmes raisons. Les porte-moyeux, les nouveaux porte-moyeux qui équipent la surtise de Jochen Mass ont cédé à plusieurs reprises et fort prudemment, Jochen Mass a préféré renoncer. Cela profite à Guy Edwards et à Henri Pescarolo qui n'avaient pu se qualifier puisque 25 pilotes seulement sont admis sur le circuit. Ça leur profite puisqu'ils prennent la place de Amon et de Mass sur la grille de départ. Il faut dire que Pescarolo a effectué uniquement une dizaine de tours au grand maximum pendant les essais, tant les ennuis qu'il a eu avec sa BRM ont été nombreux et qu'il m'avait tout à l'heure, finalement j'aurais presque préféré ne pas partir plutôt que de partir avec une voiture aussi peu compétitive. Mais les malheurs d'Henri Pescarolo vont bientôt s'arrêter puisqu'il disposera dès le prochain Grand Prix de la nouvelle BRM P201, très améliorée par rapport à la 160. Henri Pescarolo part dès demain effectuer des essais avec cette nouvelle BRM qui lui permettra, espérons-le, de retrouver le rang qu'il mérite en Formule 1 et qu'il a eu assez peu l'occasion de trouver depuis le début de la saison. Eh bien, j'ai l'impression que le départ sera peut-être donné avec un petit peu de retard, tandis que vous voyez sur votre écran cette banderole qui illustre les 25 ans de règne du prince Régnier III. Prince Régnier III qui a épousé, vous en souvenez sans doute, en 1956, Grace Patricia Kelly. C'est dommage que nous ne puissions avoir le retour d'écoute avec Paris, avec Sport en Fête, car je dois dire que j'aurais bien aimé pouvoir échanger quelques mots avec Johnny Servoz-Gavin. Je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de souvenirs communs ici, notamment cette fameuse année 68 où Johnny mena la course pendant 4 tours avant d'être contraint à l'abandon. Et je dois dire que cette année-là, j'étais un de ceux, et peut-être l'un des seuls, qui avant le départ de la course pensait que Johnny allait remporter cette épreuve. Il faut dire que nous avions partagé la même chambre et que pour qui connaissait Johnny, a d'habitude un petit peu
un petit peu désordonné, enfin pas très concentré. Ben, cette fois-là, on sentait qu'il avait pris la résolution de gagner. C'était fabuleux. Ça, c'est en tout cas un de mes grands souvenirs. Johnny, en tout cas, si tu m'entends, j'ai lu ton livre et je sais que la publicité est interdite à la télévision, mais je crois qu'on peut quand même conseiller à tout le monde de lire le livre de Johnny Servoz-Gavin, qui est sans doute, pour moi, le meilleur livre qu'on ait jamais écrit encore sur la course automobile. C'est la première fois que je vois un pilote de course se livrer à ce point et expliquer d'une manière claire et simple tout ce qu'il a pu ressentir pendant sa carrière. Voilà, j'espère qu'on me pardonnera cette petite entorse au règlement. Tandis que le tour d'honneur, le tour d'ouverture du circuit, s'achève maintenant et que les bolides de Formule 1 vont donc faire leur entrée sur le circuit pour le tour de reconnaissance, tour de chauffe également. Le public extrêmement nombreux, il est devenu d'un petit peu partout, mais surtout de France et d'Italie. Il faut dire que les Ferrari sont favorites de la course, avec Niki Lauda qui portera le numéro 12, qui a réussi le meilleur temps des essais, et Claire Regazzoni, numéro 11. Vous voyez d'ailleurs les banderoles à la gloire des pilotes de Ferrari, et notamment de la nouvelle idole de l'Italie, Niki Lauda, qui est pourtant autrichien, mais qui est installé en Italie, qui est installé tout près de l'usine Ferrari et qui a vraiment conquis par sa conscience professionnelle et aussi par ses qualités de pilote le cœur des Italiens. Niki Lauda qui sera pour beaucoup le favori de ce Grand Prix. Je pense effectivement qu'il dispose ici de la voiture la mieux adaptée à l'épreuve, mais nous y reviendrons dans quelques instants. C'est la 6e épreuve du championnat du monde, un championnat du monde qui est cette année extrêmement disputé. Jamais sans doute le titre mondial n'a été aussi disputé, puisque après 5 épreuves, Emerson Fittipaldi est en tête du championnat avec 22 points. Il précède Niki Lauda 21 points, Claire Regazzoni 19 points, Denis Hulme 11 points, Jean-Pierre Beltoise 10 points. Vous voyez que nous avons 3 pilotes vraiment groupés dans un espace extrêmement serré, et que pour d'autres pilotes comme Hulme, Beltoise, Elwood, Rothman, eh bien tout espoir n'est pas perdu. Public très nombreux, venu donc de France et d'Italie. La victoire d'une Ferrari, évidemment tous les Italiens l'espèrent. Ça fait longtemps qu'on l'espère, puisque la dernière victoire d'une Ferrari ici à Monaco remonte à 1955 et elle avait été obtenue par un pilote français, Maurice Trintignant. Maurice Trintignant qui devait d'ailleurs remporter à nouveau l'épreuve en 1958. Moteur en route. Voilà le premier à s'élancer, Patrick Depailler. Patrick Depailler sur la Tyrrell numéro 4, suivi par son coéquipier Jody Scheckter. Tyrrell numéro 3. Depailler qui sera en 2e ligne, vous allez le voir tout à l'heure. Il a réussi le 4e temps des essais. Une performance tout à fait remarquable. Et vous voyez qu'il met à profit ce tour de chauffe pour chauffer ses pneumatiques. Patrick Depailler qui est un des outsiders. Un des sérieux outsiders de ce Grand Prix pour lesquels les favoris sont Lauda, Regazzoni et Ronnie Peterson. Jackie Stewart désigné en outsider, Depailler, Jody Scheckter et Jean-Pierre Beltoise. Mais Jean-Pierre Beltoise a eu quelques malheurs après avoir réussi un très très bon temps lors de la première séance d'essai. En effet, sa voiture tire à gauche et les mécaniciens ont été jusqu'ici impuissants à corriger ce défaut de la voiture qui en rend le pilotage extrêmement délicat. Patrick Depailler, l'un des pilotes français qui ont accédé à la Formule 1 cette année et qui s'améliore à chaque course. Ici, il va trouver un terrain à sa convenance. En effet, c'est un pilote extrêmement fin. Voici maintenant Jean-Pierre Jarier qui pénètre sur le circuit. Jean-Pierre Jarier qui a simulé un départ.
lui aussi pour chauffer ses pneumatiques. Patrick Depailler a déjà remporté la course de Formule 3. Ici à Monaco, une course de Formule 3 qui est la plus importante de la saison. Et il espère bien s'illustrer dans cette épreuve. Vous voyez apparaître en surimpression la grille de départ. Elle n'est peut-être pas très claire avec le soleil. Voilà, si, là c'est beaucoup mieux. Regardez, Henri Carrier a choisi un fond un peu sombre pour que vous puissiez mieux lire cette grille de départ. Vous pourrez noter au passage les numéros des concurrents. Le 12 pour Lauda, meilleur temps des essais. Le 11 pour Regazzoni. Le numéro 1 pour Ronnie Peterson qui sera en deuxième ligne aux côtés de Patrick Depailler. Vous avez vu Ronnie Peterson. Vous voyez maintenant Patrick Depailler. En troisième ligne, nous trouverons Jody Scheckter sur la Tyrrell numéro 3. Tandis que vous voyez ici la Ferrari de Niki Lauda qui va gagner sa place sur la pole position de la grille de départ, sur la meilleure place de la grille de départ. Niki Lauda qui sera donc à droite sur votre écran, sur la première ligne de la grille de départ, avec à sa gauche Claire Regazzoni que l'on pousse maintenant à ses côtés. Claire Regazzoni, Ferrari numéro 11. Certains pensent qu'un circuit aussi précis que celui de Monaco ne convient peut-être pas tout à fait à l'exubérant pilote suisse Claire Regazzoni, mais je ne suis pas tout à fait d'accord car Claire Regazzoni nous a souvent habitués à des surprises et je pense qu'il peut parfaitement bien faire ici. Je veux dire que j'ai reçu de nombreuses lettres de téléspectateurs suisses car j'ai eu le malheur de dire une fois, c'était un petit lapsus, l'italien Claire Regazzoni. Et là on m'a dit mais pas du tout, Claire Regazzoni, faites attention, il est suisse. Eh bien effectivement, Claire Regazzoni est un des excellents pilotes suisses qui se sont illustrés ces dernières années. Ici en gros plan, Ronnie Peterson, pour certains le meilleur pilote du monde à l'heure actuelle. C'est bien possible. C'est bien possible, tout dépend des critères de jugement. Certainement le plus acrobatique en tout cas. Carlos Rothman avec la Brabham numéro 7 se trouvera placé sur la 4e ligne de la grille de départ. Carlos Rothman, vainqueur en Afrique du Sud, mais qui par la suite n'a pas eu beaucoup de réussite, ni en Belgique, ni en Espagne. Le Brabham a paru un petit peu dépassé. Ici, on pousse Jean-Pierre Jarier, qui sera donc en 3e ligne sur la grille de départ. Remarquable comportement d'ensemble des pilotes français au cours de ces essais, avec Depailler en 2e ligne, Jarier en 3e ligne. Jean-Pierre Jarier, qui progresse aussi à chaque course. Il faut dire que je crois que seul la manque de mise au point de sa Shadow l'a jusqu'ici empêché d'obtenir d'excellents résultats. Or là, la Shadow a l'air beaucoup plus à l'aise ici à Monaco. En 4e ligne, à côté de Rothman, nous aurons la S-Caisse de Jameson. Vous avez vu fugitivement Henri Pescarolo, qui n'est pas absolument ravi de participer à ce Grand Prix. Il le serait s'il disposait d'une voiture compétitive, mais ce n'est pas le cas. Ici en gros plan, Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui est vraiment un garçon fantastique tant il fait preuve d'une volonté pour tout ce qu'il fait vraiment. Je le voyais l'autre jour, il y a eu un tournoi de tennis qui s'est disputé, le tournoi de tennis des pilotes de Formule 1, qui a été remporté d'ailleurs par un Français. Je ne sais pas si la course sourira aux Français, mais le tournoi de tennis a été remporté par Jean-Pierre Beltoise devant François Migaud et Claire Regazzoni. Et c'est fantastique de voir l'application et la volonté farouche que peut mettre Claire Regazzoni dans toute chose. Niki Lauda, c'est autre chose, c'est à la fois la fougue, Niki Lauda que vous voyez ici, la fougue et puis une conscience professionnelle vraiment à toute épreuve. Et je pense que les progrès qu'ont manifesté les Ferrari cette année, Ferrari qui sont sans doute les meilleures voitures depuis le début de la saison, eh bien, tiennent en partie à la constance de Niki Lauda qui a accompli des séries d'essais. Il est installé juste à côté de l'usine et travaille énormément en liaison avec les ingénieurs et les mécaniciens. C'est comme ça que l'on progresse et je pense que c'est une des raisons des progrès des Ferrari. Une des raisons bien sûr, car la voiture a été beaucoup améliorée par l'ingénieur Mauro Forghieri. Et puis c'est aussi l'organisation de l'équipe, l'organisation des mécaniciens
a été considérablement modifié. Jody Scheckter. Jody Scheckter, la révélation de l'an dernier. Très concentré, très doué aussi. Vous savez que Ken Tyrrell, après la retraite de Jackie Stewart et l'accident de François Sever, a fait confiance cette année à 2 jeunes pilotes, Patrick Depailler et Jody Scheckter. Eh bien, il semble que cette politique soit en train de porter ses fruits. Il leur a demandé jusqu'à présent de ne pas forcer, de simplement faire des places, de progresser petit à petit. Eh bien, je crois que maintenant, vous voyez, on s'en rend compte. Depailler et Scheckter sont d'ores et déjà en mesure de jouer les tout premiers rôles. Nous arrivons sur la 4e ligne. Je vous ai parlé de Rothman tout à l'heure. Voici à ses côtés James Hunt. James Hunt sur la SKS numéro 24. James Hunt lui aussi fait partie de cette nouvelle vague de pilotes avec Depailler, Scheckter, Jarier, qui sont prêts à déboulonner les idoles, avec Lauda aussi. Seulement, je ne sais pas si la SKS sera aussi à l'aise ici sur ce circuit sinueux, tortueux, torturé qu'elle l'a été dans les circuits rapides. Je ne pense pas. Elle n'est pas tellement faite pour les circuits serrés. Henri Pescarolo, vous voyez le tuyau sur le casque des pilotes. Il est relié à une bouteille d'oxygène et il leur permet, en cas d'incendie de la voiture, bien sûr, de gagner quelques précieuses secondes. Surtout de ne pas respirer de vapeur enflammée. Henri Pescarolo, très décontracté. Alors là, c'est un plan à retenir, car ce n'est pas du tout l'habitude. Alors qu'on voit souvent Henri Pescarolo tourmenté. Et bien là, ma foi, d'abord, il ne pensait pas participer à cette épreuve. Et puis, il y participe un peu en dilettante, j'ai l'impression. On me signale que Patrick Depailler aurait un ennui et qu'il aurait quitté sa place sur la grille de départ pour rentrer dans les stands. Je pense que nous allons peut-être pouvoir vérifier cela. Henri Carrier, Patrick Depailler qui occupait une place sur la 2e ligne de la grille de départ, ne serait plus sur la grille et serait rentré à son stand. Allô Stéphane Collaro. Eh bien écoutez Stéphane, effectivement je suis près de Patrick Depailler qui vient à l'instant même de pénétrer dans la voiture de training, en fait la 2e voiture, la 4T. Donc il change de véhicule. Je ne sais pas ce qui est arrivé sur le premier. Actuellement on va changer les roues sur la voiture de Patrick Depailler puisqu'elle est montée actuellement avec des roues à pneus pluie. Et Patrick Depailler partira donc sur la voiture 4T. Je vais essayer de savoir la raison pour laquelle Patrick Depailler a changé de voiture. Eh bien c'est un sale coup pour Patrick Depailler, car je ne sais pas si la voiture d'essai, la 4T, sera aussi efficace que la voiture qu'il avait mise au point pour la course. On s'en rendra compte très très vite. Enfin, il est trop tôt encore pour se prononcer. Donc confirmation, Patrick Depailler ne partira pas sur la voiture avec laquelle il a réalisé son temps aux essais, mais sur la voiture d'essai, sur le mulet du team. Il pourra néanmoins conserver sa place sur la grille de départ puisque le nouveau règlement permet à un pilote qui change de monture de conserver sa place sur la grille de départ à condition que la voiture qu'il utilise soit du même type que celle avec laquelle il a réussi son temps aux essais. Je mets d'essence. Hans Stuck sur la marche 741 et Michael Wood sur la McLaren numéro 33. Hans Stuck, lui, a le numéro 9. En 6e ligne, Jean-Pierre Beltoise sur la BRM numéro 14 et Denis Hulme sur la McLaren numéro 6. Jean-Pierre Beltoise, je vous l'ai expliqué, ses malheurs lors des essais. Il espérait beaucoup de ce Grand Prix de Monaco, mais il a eu pas mal de soucis et je ne sais pas s'il pourra concrétiser tous les espoirs qu'il avait. En 7e ligne, Emerson Fittipaldi, le leader du championnat du monde. Emerson Fittipaldi, lui aussi, relevé d'une angine tout d'abord, ce qui l'a pas mal handicapé. Et puis il semble que les McLaren, elles aussi, ne soient pas spécialement à l'aise sur un circuit sinueux et tortueux. Emerson Fittipaldi, McLaren numéro 5, donc seulement en 7e ligne, où il sera aux côtés d'Arturo Merzario sur l'ISO numéro 20. En 8e ligne, Brambilla, marche numéro 10 et Renman, Shadow numéro 16. En 9e ligne, Carlos Pache sur 10 numéro 18. Jochen Mass qui devait être à ses côtés est forfait. En 10e ligne, Jackie Hicks, lui aussi très loin, mais il a eu également des soucis lors des essais
En 11e ligne, Hill et Migaud. En 12e ligne, Watson et Schenken. En 13e ligne, Edwards et Pescarolo. Que voici. Et nous sommes maintenant à quelques instants du départ, un départ qui va être donné avec une dizaine de minutes de retard. Nous utiliserons ici 10 caméras plus la portable pour cette Eurovision qui est une des plus grandes de l'année. 17 positions de commentateurs. La course est relayée en direct par 14 pays. Attention, moteur en route. Je rappelle, en première ligne à droite, Lauda et Regazzoni. En deuxième ligne, Peterson et Depailler. Ça va être intéressant de suivre le début car en effet Peterson, on s'en est rendu compte ce matin lors des essais non chronométrés, est beaucoup plus rapide avec le réservoir plein de carburant que les Ferrari de Lauda et Regazzoni, plus rapide d'environ 2 secondes au tour. Mais pourra-t-il les dépasser? Toute la question bien sûr est là. Il faut dire que les Ferrari partent avec beaucoup plus d'essence. Première ligne, Lauda à droite, Regazzoni à gauche sur votre écran. Derrière Lauda, Peterson. Derrière Regazzoni, Depailler. Derrière Peterson, Scheckter. Derrière Depailler, Jarier. C'est parti, c'est Claire Regazzoni qui a pris le commandement devant Niki Lauda et Jean-Pierre Jarier qui a réussi un départ éblouissant et qui à mon avis est à la 3e place devant Peterson, tandis que vous avez vu que Depailler s'était élancé en toute dernière position. Il n'a pas eu le temps de revenir à temps sur la grille de départ. Ici les derniers du peloton, un accrochage. C'est Denny Hulme. C'est Denny Hulme qui a heurté les rails. Est-ce qu'il s'est accroché avec un autre concurrent ou est-ce qu'il a heurté les rails tout seul? C'est difficile à dire pour l'instant. Abandon donc de Denny Hulme alors que Patrick Depailler, qui était un des favoris de la course, est parti dernier. Pas de chance pour Patrick, il n'a pas eu le temps de revenir à sa grille de départ. Les deux Ferrari en tête. Claire Regazzoni le plus vite au départ devant Niki Lauda. Jean-Pierre Jarier en 3e position sur la Shadow. Jean-Pierre Jarier qui semble tenter d'attaquer Niki Lauda. Ronnie Peterson est 4e. Ronnie Peterson est 4e. Et les concurrents vont boucler ce premier tour de circuit. J'ai l'impression qu'en 5e position, c'est James Hunt. Voilà les deux Ferrari, Regazzoni, Lauda, Jarier, Peterson, Rothman, Scheckter, Hunt, Elwood, James Hunt, et puis derrière un trou, Fittipaldi, Graham Hill, Watson. Il manque énormément de voitures. Je crois qu'il y a eu un accrochage général. X. Depailler, Pescarolo. Oh oui, il manque énormément de voitures. Je crois qu'il y a eu un carambolage général dans le premier tour. Carambolage que nous n'avons pas vu. Il manque Beltoise, il manque Hulme, il manque Merzario, il manque Brambilla, il manque Redman. Vous voyez tout le monde au ralenti ici. Il y a certainement eu un accrochage général dans ce premier tour de circuit. Et il manque au moins 7 ou 8 voitures. Je vous dis en tout cas, certainement, il manque Beltoise, Merzario, Brambilla, Redman. Je n'ai pas vu Pache non plus. Vous voyez, j'essaye de renseigner pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, alors qu'au deuxième tour, nous avons toujours Lauda, Jarier, Peterson,
et Rothman, ici dans la montée du casino. Et puis Jody Scheckter. Jody Scheckter qui attaque ici Rothman. Tandis que Ronnie Peterson vient de passer Jean-Pierre Jarier. Ronnie Peterson qui occupe donc maintenant la 3e place de la course. Mais vraiment, vous savez, nous sommes un petit peu inquiets, un peu angoissés. Et je dois dire que je suis... Oui, je vous écoute. Bien, on me signalait que nous pourrions garder l'antenne jusqu'à 7 heures. J'espère que ce n'est pas sous le tunnel que s'est passé l'accrochage, je ne pense pas. Jean-Pierre Graczuc, est-ce que vous m'entendez? Jean-Pierre Graczuc, est-ce que vous pourriez aller aux nouvelles? Moi, je suis malheureusement immobilisé ici devant le pupitre de commentateurs. Est-ce que vous pourriez aller aux nouvelles pour savoir ce qui s'est passé dans ce premier tour? Un accrochage, c'est certain. Nous avons eu Denis Holm immobilisé, mais nous n'avons pas de nouvelles des autres concurrents. Or, il manque 8 voitures au premier passage. Alors que vous voyez qu'un groupe se forme en tête de la course avec les deux Ferrari, avec Peterson et avec Jarier. Un peu plus loin, nous avons Rothman et Scheckter, puis Elwood, puis James Hunt et Hans Stuck. Et puis derrière, alors là c'est le grand trou. Derrière il n'y a plus personne. Vous voyez, on passe ici des drapeaux jaunes. Derrière, très loin, nous avons Emerson Fittipaldi, puis Graham Hill, Watson, Ips, Edwards, Depailler et Pescarolo. Les voitures que je viens de vous citer sont les seules à rester en course. Oh là là! Oh là 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 là! Un accrochage terrible. Ici, James Hunt, Hans Stuck. Hans Stuck sort de sa voiture. Décidément, quel début de course absolument invraisemblable. Nous allons revoir ce passage. Regardez. Il semble que ce soit avec James Hunt que se soit produit cet accrochage. James Hunt qui n'a pas vu Hans Stuck se glisser sur sa droite, qui s'est un petit peu rabattu devant lui. Oh, des images vraiment impressionnantes, et vous avez remarqué que Hans Stuck essayait de garder le contrôle de sa voiture dans cette... C'était assez fantastique, vraiment. Enfin, en tout cas, pas de mal pour Hans Stuck dans cet accrochage qui s'est pourtant produit à grande vitesse. Il est passé ici les rescapés, serais-je tenté de dire, car ce Grand Prix a débuté par une cascade d'élimination. En tête, Niki Lauda, semble-t-il. Non, en tête toujours Claire Regazzoni, que nous ne voyons pas sur cette image. J'étais un petit peu, je me demandais si, étant donné qu'on voyait en gros plan Niki Lauda, si il n'avait pas ravi la première place avec Claire Regazzoni, mais pas du tout. Claire Regazzoni est toujours en tête devant Niki Lauda, Ronnie Peterson et Jean-Pierre Jarier.
Jean-Pierre Jarier qui fait vraiment une course remarquable et qui concrétise enfin tous les espoirs qu'on avait mis en lui en Formule 1. Il a été champion d'Europe de Formule 2 l'année dernière avec une série de victoires absolument éblouissantes, mais en Formule 1 il n'avait jamais pu, sans doute faute de matériel, occuper une place aussi brillante. Vous voyez qu'un groupe se constitue vraiment en tête de la course avec donc Rothman, Scheckter et Elwood qui recollent aux 4 hommes de tête. Je me demande combien de voitures vont finir cette course qui est partie depuis à peine 10 minutes et il ne reste même pas la moitié des voitures en course. Et Ronnie Peterson n'est plus là, me semble-t-il. Effectivement, Ronnie Peterson passe en 6e position maintenant. Jarier 3e donc. Scheckter 4e, Rothman 5e et 6e Peterson. Et franchement, pour que nous n'ayons pas pu voir des images de l'accrochage qui a eu lieu au premier tour, eh bien c'est malheureusement que cet accrochage a dû avoir lieu sous le tunnel. Et là j'aimerais vraiment, Jean-Pierre Draxuc, si vous m'entendez, que vous puissiez aller au renseignement, essayer d'avoir des nouvelles, car c'est l'endroit le plus rapide du circuit. Et un accrochage entre 7 ou 8 voitures sous le tunnel, bien sûr, c'est quelque chose d'impressionnant. Jean-Pierre Draxuc, essayez d'aller aux nouvelles pour nous rassurer tout de suite. Me semble avoir des ennuis également. Voilà les deux Ferrari, voici Jean-Pierre Jarier. Et puis vous voyez que derrière maintenant c'est le trou. C'est le trou, Rothman s'arrête en effet à son stand. 4e assez loin Scheckter, Elwood et Peterson. Rothman est arrêté également. C'est un début de Grand Prix absolument sidérant par les coups de théâtre qui se sont produits. Mais ce que je voudrais surtout, c'est être rassuré à propos de l'accrochage qui s'est produit lors du premier tour. Heureusement, je n'ai pas entendu la moindre sirène d'ambulance. Je n'ai pas vu la moindre ambulance envahir la piste, ce qui tendrait à prouver que cet accrochage s'est passé sans mal pour les pilotes. C'est beaucoup de chance en tout cas. Il est évident que le premier tour d'un Grand Prix est toujours le plus dangereux. C'est là où les voitures roulent en paquet. Et le tunnel était le plus mauvais endroit où puisse se produire un accrochage. D'abord le plus rapide, ensuite celui évidemment où il y a le moins de visibilité. Toujours Regazzoni, Lauda et Jarier qui réussit l'exploit de suivre les deux Ferrari. J'aimerais vraiment pouvoir m'appesantir sur l'exploit de Jean-Pierre Jarier qui est somptueux vraiment en ce moment. Mais je voudrais tout d'abord qu'on ait des nouvelles de cet accrochage. Enfin, j'espère que nous aurons l'occasion, alors que nous sommes dans le 9e tour de la course, que nous aurons l'occasion de nous appesantir longuement sur la course de Jean-Pierre Jarier et qu'il pourra la continuer jusqu'au bout.
Jean-Pierre Jarier ici sur la Shadow numéro 17 qui est en train d'accomplir sous vos yeux sa plus belle course depuis ses débuts en Formule 1 l'an dernier. Ah, voici la voiture de Vern Schuppan, voici l'insigne de Vern Schuppan. Voici l'insigne de Vern Schuppan. A-t-elle été mêlée à l'accrochage du début ou est-elle sortie à un autre endroit de la piste? Il semble en effet que Denis Holm et Vern Schuppan n'aient pas été mêlés à cet accrochage du début et qu'ils soient sortis à un autre endroit du circuit. Quel début de course ahurissant. Quant à Ronnie Peterson, je ne sais pas très bien ce qui lui est arrivé, tandis que vous voyez que ici Niki Lauda est en train de tâter un peu Clay Regazzoni. Clay Regazzoni qui semble ralentir quelque peu le groupe de tête, puisqu'en effet je vois que derrière Jody Scheckter, James Hunt, non Jody Scheckter, James Hunt et Ronnie Peterson semblent revenir sur ce groupe de tête. Le passage de la chicane, un des plus impressionnants du circuit. Et puis la nouvelle partie autour de la piscine, une partie extrêmement serrée. Voilà Jean-Pierre Beltoise qui est à son stand avec sa femme Jacqueline. Si Jean-Pierre Dragzuc, voilà. Si Jean-Pierre Dragzuc pouvait se rendre auprès de Jean-Pierre Beltoise et lui demander tout de suite ce qui s'est passé, nous pourrions rendre l'antenne dans 5 minutes à Michel Drucker avec davantage d'éclaircissement. Je suis navré, mais c'est un des problèmes. Je me tais quelques instants, je me suis tu quelques instants car j'ai vu un micro auprès de Jean-Pierre Beltoise. Malheureusement, je n'ai aucune liaison avec notre micro à chef dans les stands avec Jean-Pierre Dragzuc. C'est hélas un peu fréquemment le cas dans les courses automobiles. Le commentateur s'en excuse, mais il est un peu isolé, même très isolé devant son pupitre de commentaires. Et ma foi, quand il se passe un incident, il est très très difficile d'avoir des renseignements immédiats. En tout cas, moi je suis complètement paralysé ici et je ne peux hélas que vous donner la description de la course qui se poursuit. Avec les deux Ferrari de Regazzoni et Lauda toujours en tête, avec un remarquable Jean-Pierre Jarier qui s'accroche à la 3e place et qui semble suivre sans trop d'efforts le train des deux Ferrari, avec également un groupe de 3 voitures avec Scheckter, Hunt et Peterson qui remontent sur les 3 premiers. Nous sommes dans le 12e tour de la course, dans l'impressionnante montée du casino. Voici Jackie Stewart. Jackie Stewart qui regarde cette course, bien sûr, en spectateur. En se souvenant, pensant sans doute à ses 3 victoires ici à Monaco. La courbe qui suit le casino, le virage Mirabeau et voilà Michael Wood. Décidément quelle hécatombe. Michael Wood planté dans le rail de sécurité. Heureusement que d'énormes progrès ont été faits ici à Monaco
en ce qui concerne la sécurité, avec l'implantation de glissières absolument partout, avec surtout la mise en place d'un service de commissaire qui semble particulièrement efficace. Mike Elwood, donc bien sûr, abandonne dans le 12e tour. Remarquez, nous sommes un petit peu habitués ici à Monaco à voir des carambolages et surtout des voitures dans les rails. Car le pilotage est tellement précis, tellement au centimètre, que la moindre erreur, le moindre survirage à l'entrée d'un virage ou sous-virage en sortie, et ça peut être le choc dans le rail. Je ne pensais quand même pas que ce serait à ce point-là, et Paul Hedins qui n'a pas beaucoup l'habitude de suivre les Grands Prix et qui est à mes côtés aujourd'hui, est vraiment impressionné là, Paul. Oui, c'est un spectacle évidemment très impressionnant, presque aussi impressionnant que la première mêlée de rugby entre les Springboks et la France en 61. Un gros plan. Jean-Pierre Jarier qui suit le train des deux Ferrari toujours. Et c'est sans doute sous ce tunnel que s'est produit tout à l'heure un gigantesque carambolage qui a éliminé 6 ou 7 voitures. François Ternoir, combien reste-t-il de voitures en course? Il reste pour l'instant 14 voitures en course. Mais moins celle de Elwood. Une voiture qui est arrêtée au centre d'équipe partie, qui a bien 14 voitures pour l'instant en course. Sur 25 au départ, et cela au 13e des 78 tours de la course. La première tranche de l'Eurovision, je pense, va se terminer dans quelques instants. Avec toujours une course qui a maintenant sa physionomie très particulière. Il me semble qu'il manque James Hunt. Il me semble qu'il manque James Hunt aussi les 3 premiers, voyons. Les deux Ferrari, Regazzoni, Lauda, Jarier. Et derrière, je crois qu'il n'y a plus que Scheckter et Peterson. Voilà, Scheckter, Peterson. James Hunt n'est plus en course non plus. Eh bien, ça continue, décidément. La course par élimination. Une élimination qui a d'ailleurs relativement épargné les premiers, puisque les deux Ferrari s'étaient élancés en tête devant la Shadow de Jarier, et que seul du groupe de tête qui s'était constitué dans le premier tour, Peterson, a légèrement rétrogradé. Là, vous voyez en fait en tête les 3 voitures qui étaient en tête au départ. Eh bien, je suppose que Jean-Pierre Beltoise vous a expliqué à Jean-Pierre Draxux ce qui s'était passé. Personnellement, je n'ai absolument rien entendu. Je n'ai malheureusement aucune liaison
avec le micro HF. J'espère que tout cela sera amélioré tout à l'heure. Je vous rappelle donc que nous sommes dans le 15e des 78 tours de la course. C'est Regazzoni qui mène l'épreuve devant Lauda et le Français Jean-Pierre Jarier, 3e depuis le départ et absolument remarquable. À quelques mètres derrière, nous avons Jody Scheckter et Ronnie Peterson. Une de voitures ont été éliminées dès le premier tour et il ne reste plus maintenant que 13 voitures en course. Nous sommes donc au 15e tour de la course. Nous retrouvons dans quelques instants. À vous, le sport en fait. Merci Stéphane Collaro. Bien, nous espérons qu'au prochain rendez-vous avec Stéphane Collaro, nous aurons des nouvelles, car malheureusement, nous n'avons pas entendu ce que nous a dit Jean-Pierre Beltoise. On peut déjà tirer quelques premières conclusions, premières impressions après cette première demi-heure de course. D'abord, c'est une course massacre. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est toujours le problème de Monaco, parce que le circuit est tellement étroit. Et puis c'est le problème de tous les départs du Grand Prix, parce qu'on risque de s'accrocher à chaque fois. Il suffit que la voiture de 6e position s'accroche avec un autre, et toutes celles qui arrivent derrière, malheureusement, c'est très difficile à dire, parce que c'est jamais 2 fois la même chose. Mais disons que c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'impression que que Regazzoni gênait un peu Lauda. Oui, j'ai eu l'impression par moment que Regazzoni était un tout petit peu moins vite au freinage. Enfin, il freinait un tout petit peu moins fort que Lauda. Mais c'est encore difficile à dire parce qu'il faudrait vraiment être sur place. Très bien. Et vous, Jean-Louis, quelle impression après cette première demi-heure de course? C'est terrifiant, hein, c'est vraiment très impressionnant. Il y a une chose qu'il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs. On a vu une voiture monter sur une autre et se dresser et puis aller s'écraser dans les rails. Quand 2 monoplaces se suivent, il suffit que celle qui est derrière grimpe un petit peu sur le pneu arrière de celle qui est devant pour qu'elle monte. Et là, heureusement, ils allaient encore pas très vite, mais ils seraient allés un peu plus vite et la voiture partait vraiment en l'air. C'est vraiment terrifiant de conduire des monoplaces parce que il suffit de toucher le pneu arrière du concurrent qui est devant pour que la voiture s'envole. Et c'est ce qu'on a vu. On a très bien vu. C'est d'ailleurs époustouflant que ça se termine. C'est toujours très agréable de voir un accident qui se termine très bien, parce que... Pour Elwood aussi. Mais le rail, on peut parler de la sécurité là vraiment. Oui, je pense qu'après l'accident d'il y a 3 ou 4 ans à Monaco, des efforts importants ont été faits, mais je suis un petit peu, comment dire, de l'indiquer. Dans le Grand Prix de Monaco, il y a toujours une Ferrari en tête, mais ce n'est plus celle de Regazzoni, c'est celle de Lauda, alors que Jarier n'est pas très loin, à quelques secondes. Stéphane Collaro va nous le confirmer maintenant, et va peut-être nous donner des nouvelles de ce carambolage qui a eu lieu au début de la course. À vous, Monaco. Eh bien ici à Monaco, nous sommes maintenant au 31e tour de la course et c'est l'Autrichien Niki Lauda qui est maintenant en tête. En effet, Claire Regazzoni a fait un tête-à-queue tout à l'heure au 21e tour, ce qui lui a fait perdre la première place. Il est maintenant 5e. 2e à 3 secondes derrière Niki Lauda, nous avons Ronnie Peterson. 3e à 14 secondes, Jody Scheckter, suivi par Jean-Pierre Jarier. Voici Jean-Pierre Jarier qui était en 2e position et qui a dû éprouver quelques ennuis car il a perdu en 2 tours une dizaine de secondes. Il a brutalement rétrogradé et il a le plus grand mal maintenant à se maintenir à la 4e place derrière Jody Scheckter. Le 5e, Claire Regazzoni, est très loin, il est à 35 secondes. En 6e position, nous avions il y a encore quelques instants James Hunt, mais il vient de s'arrêter, ce qui fait que c'est maintenant Emerson Fittipaldi qui occupe cette 6e place, environ 1 minute du premier. Mais surtout, nous avons de bonnes nouvelles à vous donner de l'accrochage qui s'est produit dans le premier tour, un accrochage qui ne s'est pas produit en fait dans le tunnel, mais qui s'est produit dans la montée vers le casino, à un endroit qui n'était malheureusement pas couvert par nos caméras, ce qui malheureusement nous a fait éprouver pas mal de soucis. Jean-Pierre Beltoise, qui est à mes côtés, vous êtes accroché en fait dans la montée avec Donny Halm dès le premier passage, et il y a eu un carambolage général derrière. Oui, l'accrochage a eu lieu, je pense que c'était Denny Hulme, mais enfin j'en ai eu confirmation après, qui était à côté de moi à ce moment-là. Et forcément, à cet endroit-là, la route fait des méandres assez rapides. Elle est très étroite, c'est peut-être l'endroit le plus étroit du circuit. Et compte tenu de la largeur des voitures de Formule 1, compte tenu également des méandres et de la vitesse, nous nous sommes touchés. Je ne peux vraiment pas dire si c'est de ma faute ou de sa faute, mais c'était quelque chose peut-être d'un peu inévitable étant donné que nous étions sortis. Là on voit que Niki... Oui, mais enfin je voulais d'abord donner des informations sur
sur cet accident qui nous avait pas mal inquiété au début de la course. Vous voyez que maintenant, Ronnie Peterson est dans les roues de Niki Lauda et commence à l'attaquer. Il le harcèle un petit peu partout et là, il va tenter, je pense, voilà, Ronnie Peterson en tête de la course. Ronnie Peterson qui est passé vraiment dans un endroit extrêmement délicat, mais sans discussion, hein, Jean-Pierre. Oui, mais j'ai entendu passer depuis 2 tours et ce sont des ennuis de moteur. Niki Lauda aurait des ennuis de moteur. Nous revoyons en tout cas au ralenti ce dépassement de Niki Lauda par Ronnie Peterson, tandis qu'ici vous voyez Jackie X. Jackie X qui doit être en 8e position de la course actuellement. Jackie X qui a éprouvé beaucoup d'ennuis lors des essais, notamment avec son pignon de 2e vitesse et qui a été obligé de prendre le départ avec des rapports très mal adaptés au circuit, ce qui explique son mauvais classement actuel. Nous surveillons le passage devant les tribunes du leader Ronnie Peterson et aussi de Niki Lauda. Oui, Niki Lauda qui semble ne plus passer. Niki Lauda semble ne plus passer. Le son non plus, il ne passe plus. Oui. Ah oui, Niki Lauda ne passe plus, le son non plus, vous avez pu le constater. Mais nous allons commenter la course d'ici. Que dire, Johnny, de cet exploit de Peterson qui est venu attaquer vraiment Lauda? On peut dire simplement une chose, c'est que certainement Lauda avait des ennuis mécaniques et on a vu la façon aussi facile qu'a pu passer Ronnie Peterson. Et d'ailleurs, je crois que Jackie X qui passe. Hein. Si Niki Lauda s'est arrêté, c'est vraiment qu'il y avait vraiment de sérieux ennuis mécaniques. Alors Jarier semble en bonne position. Nous sommes maintenant à peu près à la mi-course exactement. Il y a à peu près 1 heure que les coureurs sont partis. Le son revient. Et le classement actuel, ça doit être Peterson, deuxième Jarier. Scheckter, oui, Scheckter. Scheckter et Jarier. Jarier, c'est ça. Donc ça va être une lutte entre ces 3 voitures, mais malheureusement, comme toujours à Monaco, il restera très peu de voitures à l'arrivée. Et en espace de 20 minutes, les 2 Ferrari ont cédé. Non, Regazzini est encore là, il doit être 4e. Il a fait une petite faute de pilotage, sans doute. C'est X qui passe. Non, c'est Peterson. C'est Peterson, pardon, excusez-moi. Et on n'est pas à la moitié de la course. À peu près. Ils sont partis à 15h35, il est 16h32. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que pour les mécaniques, si le circuit de Monaco est éprouvant pour les pilotes, pour les mécaniques, c'est absolument identique parce que vu qu'on change 1500 fois de vitesse, il suffit de faire 2-3 sur-régimes, soit au rétrogradage ou soit en montant les vitesses, et puis le moteur, il ne tient pas toute la course. Parlez-nous de Peterson, en tête de la course. Stéphane Collara a dit tout à l'heure, il est considéré par certains comme le plus doué de la génération. Il est sûr et certain qu'il est très très doué. Il a un style de conduite qui rappelle énormément celui de Jochen Rindt. C'est-à-dire très, très saccadé, il est toujours en glissade. Il est sûr et certain que si Peterson avait la meilleure voiture cette année, ce serait certainement le plus rapide. Et je crois que là, il est en train d'inaugurer une nouvelle Lotus. Alors ça va peut-être être la révélation de la fin de la saison. On va essayer peut-être de disséquer son style en suivant les images d'Henri Carrier avec vous, Johnny Servos-Gavin. On va essayer de suivre un tour complet du pilote de Lotus qui est en tête. C'est quelle portion du circuit ici là? Là, il a dû sortir de la chicane, il passe le virage du bureau tabac, je crois. À quelle vitesse à peu près? Je ne sais plus parce qu'il a complètement changé du temps où je courais. Alors je ne sais plus du tout maintenant à combien on peut le passer. Oui, là il passe les 2 virages derrière la piscine et il va aller sur le virage du gazomètre avant de rejoindre la ligne droite du départ. La rascasse. La rascasse, oui. Je connaissais même pas le nom. Voilà. Là il entame la ligne droite qui va remonter sur le virage de Saint-Denis. En fait, avec cette modification de circuit, il n'y a plus un instant de répit. Non, maintenant, c'était la partie où ils pouvaient se décontracter. Maintenant, c'est absolument... ils doivent peut-être le faire dans la montée, mais ça m'étonnerait puisque c'est très difficile à monter, c'est très dur. Scheckter, vous le connaissez bien? Non, je ne connais pas du tout Scheckter. Peterson, je le connais bien puisqu'on a couru ensemble en Formule 2, ensemble en Formule 1. Donc, je le connais beaucoup mieux. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était le nouveau champion du monde. On a aperçu la Regazzini, qui est en 5e position. Et Jarier, que pensez-vous de sa course jusqu'à présent? Elle est très belle. Elle est très très belle. Malheureusement, il a l'air d'avoir quelques ennuis. Et à mon avis, ça doit être des ennuis de freinage.
puisqu'il s'est fait passer tout à l'heure par Scheckter dans le virage. Et il est fort probable que si on en a des ennuis de frein, on est obligé de freiner 10 mètres plus tôt. Et ça vous fait perdre quand même beaucoup de temps. Bien, et bien en attendant le prochain relais avec Monaco, on va demander à Jean-Louis Trintignant de nous résumer, de faire le classement, puisque vous prenez des notes de temps en temps. Jean-Louis, alors premier donc Peterson pour l'instant. Oui, deuxième Jody Scheckter. Jody Scheckter qui est le pilote de troisième Jarier, quatrième Regazzoni. Et je pense cinquième, je n'en suis pas sûr, Fittipaldi. Oui, Fittipaldi. Voilà le classement à la mi-course exactement. Nous allons retrouver Stéphane Collaro dans une vingtaine de minutes. J'espère que d'ici là le son reviendra. En attendant, nous allons retrouver Françoise Hardy. Pas de suspense. Alors, Denis Servoz-Gavin, Jean-Louis Trintignant, toujours premier Peterson, deuxième Scheckter, troisième Depailler pour l'instant. Et on a l'impression, Johnny, que Peterson assure. Oui, enfin je trouve à sa manière de conduire que Peterson est en train d'assurer, on ne le voit pas beaucoup en dérapage, ce qui n'est pas beaucoup son habitude, et il a absolument raison, vu qu'il a à peu près 10 secondes d'avance sur Scheckter, parce que la moindre faute serait fatale pour lui. Il faut rappeler que Lauda a abandonné, nous l'avons vu tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, et que Claire Regazzoni est toujours là, il est quatrième pour l'instant, j'ai l'impression. Voilà, Regazzoni, après son tête à queue, remonte voilà. un peu sur les voitures de tête. Non, il maintient sa quatrième place, toujours à 35 secondes de Ronnie Peterson. Il ne semble pas remonter d'ailleurs non plus sur Jean-Pierre Jarier qui le précède d'environ 20 secondes. Et voilà une précision utile. Et est-ce que l'écart varie entre Ronnie Peterson et Jody Scheckter? Eh bien, c'est un petit peu en fonction des dépassements. Tout à l'heure, Jody Scheckter était à 15 secondes environ de Ronnie Peterson, puis il est remonté à 11 secondes et maintenant l'écart est stabilisé à 13 ou 14 secondes. Voici Jody Scheckter. Nous attendons Jean-Pierre Jarier. Là, par contre, l'écart a fortement augmenté entre Scheckter et Jarier. Il doit être maintenant de 3-4 secondes environ. Jean-Pierre Jarier qui semble avoir par moment des problèmes avec sa Shadow. Je veux dire que nous travaillons un petit peu dans le noir absolu ici, car en effet, nous avons quelques problèmes de liaison. Patrick Depailler, qui va être doublé par son coéquipier Jody Scheckter, qui va sans doute d'ailleurs avoir gros cœur au moment de se faire dépasser, car il avait réussi exactement le même temps que Jody Scheckter lors des essais. Et il pouvait donc logiquement espérer se trouver à peu près à la place Jody Scheckter actuellement, c'est-à-dire en deuxième position de ce Grand Prix de Monaco. Bien, donc vous connaissez le classement, nous reviendrons bien sûr tout à l'heure car il n'y a pas de suspense pour l'instant. Colonel, que pensez-vous de cette course après 1h15, 1h20? 14 heures à couvrir et je vais surveiller le passage devant les tribunes de Jean-Pierre Jarier pour voir si j'ai l'impression qu'il il a des problèmes de moteur. Marche sur 7 cylindres peut-être. Et puis Claire Regazzoni qui reprend un petit peu de terrain sur Jean-Pierre Jarier. Claire Regazzoni qui a vu ses efforts un petit peu, non pas anéantis puisqu'il risque encore de prendre une bonne place, mais disons atténués par un tête à queue, je le rappelle, au 21e tour de la course. Regazzoni qui est certainement un des pilotes les plus brillants à l'heure actuelle, mais qui n'est sans doute pas un des plus réguliers. Le bouillant Jody Scheckter. Jody Scheckter, grande révélation de la saison passée.
et même de la fin de la saison 72. Jody Scheckter s'est illustré par des performances assez étonnantes l'an dernier au volant de McLaren. Il s'est également illustré en étant impliqué dans 2 accrochages assez mouvementés, le premier et même 3. Le premier au Grand Prix de France alors qu'il menait la course d'une manière superbe avec Emerson Fittipaldi. Il est bien difficile de dire lequel des 2 pilotes avait sa responsabilité la plus engagée dans cet accrochage. Tout le monde a son idée là-dessus. Et puis au Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, Jody Scheckter est sorti de la piste à la fin du premier tour alors qu'il était une nouvelle fois en tête. Et il a eu le malheur de revenir, de rebondir contre le rail de sécurité, de revenir percuter le peloton. Ça a été une véritable catastrophe. Heureusement, personne n'a été blessé dans cet enchevêtrement de voitures, sauf l'Italien Andrea De Adamic, qui est d'ailleurs pas loin de moi. Il travaille ici pour la télévision italienne. Andrea De Adamic qui court cette année en prototype pour Alfa Romeo, mais qui a renoncé à la Formule 1 faute d'avoir trouvé une voiture valable. Et puis il y a également eu un accrochage avec François Sauver au Grand Prix du Canada. Eh bien cette année, Jody Scheckter semble beaucoup plus sage. Il faut dire qu'il a changé d'écurie. De McLaren, il est passé chez Tyrrell. Et Ken Tyrrell, qui est pour beaucoup le meilleur manager du monde et qui faisait confiance cette année à 2 jeunes pilotes, Jody Scheckter et Patrick Depailler, n'aura pas ménagé ses conseils de prudence. Il voulait surtout qu'ils s'aguerrissent avant d'obtenir des victoires en Formule 1. Eh bien, je pense que maintenant, aussi bien Jody Scheckter que Patrick Depailler sont en mesure de jouer les tout premiers rôles dans les courses de Formule 1. Jody Scheckter, c'est certainement beaucoup passagé depuis l'an dernier. En tout cas, le don de ce pilote est absolument évident. C'est pas du tout le même pilotage que Depailler. D'ailleurs, ce sont 2 styles très très différents, mais aussi efficaces l'un que l'autre. Depailler est très coulé, très souple. Scheckter, lui, beaucoup plus énergique. Style beaucoup plus Peterson. Quant à Ronnie Peterson, qui domine ce 32e Grand Prix de Monaco pour l'instant, et bien Ronnie Peterson, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été bien malheureux depuis le début de la saison. Henri Pescarolo, lui, s'arrête. Henri Pescarolo s'arrête au stand et abandonne. Plus que 9 voitures en course. Henri Pescarolo qui occupait la 9e place. Mais je disais tout à l'heure qu'il était parti sans grande conviction, car après n'avoir pu effectuer qu'une dizaine de tours lors des essais, il avait été qualifié, il avait été repêché, dis donc, au départ de ce Grand Prix, après les forfaits de Chris Amon et de Jochen Mass. Henri Pescarolo, lui, attend avec impatience sa nouvelle BRM P201 qui les traînera demain pour montrer à tout le monde ce dont il est capable. Et non, sa voiture ne lui a pas, ce que sa voiture ne lui a pas permis de prouver depuis le début de la saison. Il faut dire que souvent on entend porter des jugements un peu définitifs, un peu sévères sur les pilotes. Je crois que c'est un petit peu ridicule, car en fait ce qui fait un résultat, ce n'est pas le pilote seul, ce n'est pas la voiture seule non plus, c'est l'ensemble voiture-pilote. Il est évident qu'un excellent pilote qui ne dispose pas d'une bonne voiture ne peut en aucun cas obtenir de bons résultats. C'est ainsi qu'on voit des pilotes naviguer en milieu de peloton, même en queue de peloton. Ça a été le cas par exemple de Niki Lauda l'an dernier. Et puis dès que ces pilotes obtiennent une excellente voiture, comme c'était le cas pour Niki Lauda en entrant chez Ferrari, eh bien ils se retrouvent en tête de la grille de départ et arrivent à obtenir des succès dans les épreuves de Formule 1, comme Niki Lauda l'a prouvé en Espagne, comme il l'a prouvé aussi en Argentine ou en Belgique en terminant à la 2e place. L'écart entre Peterson et Scheckter là augmente maintenant.
Il est de 20 secondes. Voici Jody Scheckter. Jarier, lui, est à 29 secondes. C'est-à-dire que Jarier perd du terrain sur Peterson, mais qu'il n'en perd pas trop sur Scheckter. Et que Jarier perd un peu de terrain sur Claire Regazzoni, qui se trouve maintenant à 26 secondes de Jean-Pierre Jarier. Il reste 11 tours à couvrir. Vraiment, ce serait très très malchanceux pour Jarier de ne pas conserver le bénéfice de cette course fantastique qu'il a produite aujourd'hui. Ronnie Peterson, lui, a été vraiment très malchanceux depuis le début de la saison. Il a dû abandonner presque partout. Après avoir soit réussi le meilleur temps des essais, soit mené dans la course, comme c'était le cas au Brésil. Brésil où il a d'ailleurs marqué son unique point au championnat du monde cette année. En effet, partout ailleurs, Ronnie Peterson a été réduit à l'abandon. En Afrique du Sud, les Lotus ont touché le fond puisque l'accélérateur de Peterson s'est bloqué et qu'il a accroché son propre compagnon d'écurie, Jackie X, avant même le premier virage de la course. Je crois qu'une victoire de Ronnie Peterson aujourd'hui serait d'autant plus intéressante que d'abord, évidemment, elle est méritée, parfaitement méritée, car je vous l'ai dit, pour beaucoup, Ronnie Peterson est le meilleur pilote à l'heure actuelle et il était un petit peu injuste après toute la série d'exploits qu'on a vu signer depuis le début de la saison, de n'avoir vu marquer qu'un misérable point au championnat du monde au Brésil, mais en plus parce que ça pourrait relancer complètement le championnat du monde. Car en effet, si Fittipaldi conserve cette 5e place, il ne marquera que 2 points, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas le large. Lauda, lui, ne va pas marquer de points. Regazzoni peut en marquer 4, ce qui lui donnerait la tête du championnat du monde, mais ce qui ne lui permettrait pas non plus de prendre véritablement le large. Hull, qui est 4e, ne marquera pas de points. Beltoise, qui est 5e, ne marquera pas de points non plus. De même que Elwood et Rothman qui suivent. Et Peterson, lui, qui possède 1 point, pourrait donc rejoindre Beltoise à la 5e place sans que ses principaux rivaux prennent vraiment le large. C'est-à-dire que ça permettrait à Ronnie Peterson de maintenir vraiment toutes ses chances au championnat du monde. Ronnie Peterson dans son 70e tour. Ronnie Peterson qui pilote les Lotus de Colin Chapman depuis 2 saisons maintenant. L'année dernière, il faisait équipe avec Emerson Fittipaldi. Cette année, il fait équipe avec Jackie X. Jackie X qui semble, depuis le début de la saison, connaître une succession de problèmes. Jean-Pierre Jarier ici, maintenant à la sortie de la courbe des gazomètres. Oui, on me propose une interview de Jackie Stewart. Il est bien évident que ça fait toujours plaisir d'entendre l'opinion de Jackie. Bien sûr, bien sûr. Si on peut demander à Jean-Pierre Draxuc d'approcher Jackie Stewart, ce serait tout à fait intéressant de savoir ce qu'il pense de la course. Dans quelques instants, parce qu'actuellement, Jackie Stewart, qui, bien sûr, vous le savez, travaille pour la chaîne américaine ABC, est en train, et justement interviewé par ses confrères américains. Mais je crois que maintenant il a terminé. Jackie Stewart, pouvez-vous dire quelques mots sur la course? Well,
La course maintenant, c'est fantastique. La course, pour moi, c'est beaucoup de confusion. Peterson très bien. La Lotus, la performance très bien. C'est très triste pour Ferrari. Niki Lauda, c'est très bien performance aussi. Scheckter, fantastique. La deuxième position pour le Elf Team Tyrrell, c'est bien, très bien. Vous aviez pronostiqué éventuellement dépaillé. Enfin, du coup, oui, dépaillé pour le Grand Prix de futur. C'est un futur fantastique, très intelligent. La voiture très bien. C'est Patrick, un petit peu plus expérience, c'est très bien. Excusez-moi, mais français, pas parler français, pardon. Jackie, vous ne courez pas aujourd'hui, bien sûr, vous avez pris votre retraite de pilote. Quel est votre sentiment, votre impression? Non, pas de problème. Très content. C'est la course finie maintenant. C'est le livre passé. Merci Jackie Stewart. À vous Stéphane Collaro. Très bien, j'ai vaguement saisi ce que disait Jackie Stewart. C'était pas très simple quand les voitures passaient devant nous. Effectivement, je crois d'ailleurs qu'on peut dire que dans la conversation que nous avions eue avec Jackie hier, son favori était Ronnie Peterson. Venait ensuite Niki Lauda. Et puis ensuite Jody Scheckter, Patrick Depailler et Jean-Pierre Beltoise. Vous voyez que les pronostics de Jackie Stewart ne sont pas mauvais du tout, puisque Lauda était en tête de la course, que Peterson, son favori, a de fortes chances de l'emporter alors qu'il reste encore 6 tours à couvrir, et que Jody Scheckter, qui était un de ses outsiders, eh bien, est en deuxième position. Je demande à François Ternoir de surveiller les écarts. Un écart qui augmente entre Peterson et Scheckter, puisqu'il est maintenant de 23 secondes. Jarier lui aussi perd beaucoup de terrain puisqu'il se trouve à 35 secondes, mais nous l'avons dit tout à l'heure, Jarier a des problèmes. Il a des problèmes, mais il a de la chance dans son malheur, car je pense que Claire Regazzoni doit avoir des problèmes également, puisqu'il ne refait absolument rien sur Jean-Pierre Jarier. Claire Regazzoni se trouve à 1 minute, 1 seconde de la voiture de tête. Les autres sont à un tour, les autres, c'est-à-dire Emerson Fittipaldi qui est 5e, John Watson qui est 6e, Hill, Edwards et Depailler se trouvent eux à 2 tours et plus. Et je vous signale aussi, car vous ne les voyez pas souvent sur votre écran, mais vous les avez vus tout à l'heure, que Fittipaldi et Watson, qui étaient séparés tout à l'heure par un écart extrêmement faible, eh bien maintenant Fittipaldi a un peu pris le large, il a une quinzaine de secondes d'avance sur Watson. Il a donc solidement renforcé sa 5e place. Nous attendons Ronnie Peterson à la sortie du tunnel. Ronnie Peterson qui va vraiment négocier maintenant devant vous. Regardez ce passage de la chicane qui est tout à fait impressionnant. C'est sans doute ça qui demande le plus de courage de la part du pilote, car c'est très étroit. Il faut frôler le trottoir de droite puis celui de gauche. Ronnie Peterson qui est maintenant dans la nouvelle partie du circuit, la partie qui entoure la piscine avec les S de la piscine. Et qui va maintenant, lui aussi maintenant, l'épingle de la rascasse qui précède la courbe du gazomètre. L'épingle, la célèbre épingle du gazomètre, est en effet maintenant une courbe extrêmement rapide.
qui commande le passage devant les tribunes, qui commande aussi un petit peu le virage de Sainte-Dévote que vous voyez là-bas dans le fond. Et puis cette montée vertigineuse du Casino. Alors que vous voyez maintenant Jody Scheckter qui vient de virer à la Rascasse et que l'on attend Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui va prendre un tour à Patrick Depailler, Tyrrell numéro 4. Voilà, c'est chose faite. Ainsi qu'à John Watson. John Watson qui ne l'avait pas encore doublé comme Peterson l'a fait tout à l'heure, puis comme Scheckter l'a fait tout à l'heure. Ici Thierry Gazzoni. Thierry Gazzoni qui a certainement lui aussi des problèmes. Problèmes qui sont survenus à la suite de son fait à queue, sans pour y être forcément lié d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il ait touché quoi que ce soit pour ce fait à queue. Les deux Lola de Graham Hill et Edwards n'ont jamais été à pareille fête depuis le début de la saison. Elles occupent ici la 7e et la 8e place, mais il faut dire aussi que la succession d'abandons et de coups de théâtre qui ont eu lieu depuis le début de la course y sont pour beaucoup. Nous sommes dans le 76e tour de la course. Une course qui semble maintenant jouée. Mais vous savez que Monaco nous réserve parfois des coups de théâtre. Rappelez-vous Jack Brabham. Rappelez-vous ce freinage vraiment insensé de Jack Brabham dans le dernier virage de la course à l'épingle du gazomètre où Jack Brabham avait bloqué ses roues. Il avait tapé le rail, ce qui avait permis à Jochen Rindt, au regretté Jochen Rindt, de l'emporter in extremis. Donc jusqu'au dernier moment, attendre un coup de théâtre. Un coup de théâtre auquel je ne crois pas beaucoup personnellement. Alors qu'il ne va bientôt plus rester que 2 tours à couvrir dès que ce 76e tour a été bouclé, c'est-à-dire dès que Ronnie Peterson ici passera devant les tribunes, 2 tours encore à couvrir. Scheckter est maintenant à 24 secondes, 5 dixièmes, Jarier à 40 secondes, Regazzoni à 1 minute 2 secondes. Fittipaldi et Watson, je vous le rappelle, sont à 1 tour. Graham Hill et Edwards sont encore beaucoup plus loin et Patrick Depailler, qui a dû s'arrêter, est à 3 tours. Il est 9e, mais il n'y a plus que 9 voitures en course. Une course qui, je le signale à ceux qui n'étaient pas à l'écoute, ni au début du milieu de ce reportage, a été marquée par un gros carambolage au premier tour et puis ensuite vraiment par une succession d'accrochages et de sorties de route. Et également de tête à queue en ce qui concerne Regazzoni. Les 2 Ferrari en tout cas qui avaient occupé le commandement de la course pendant les 20 premiers tours, eh bien n'auront pas été les vedettes de ce Grand Prix de Monaco comme on pouvait s'y attendre. Tête à queue de Regazzoni au 21e tour, le reléguant dans les profondeurs du classement. Abandon de Niki Lauda qui était en tête de la course au 33e tour. Tout ça a profité bien sûr à Ronnie Peterson, mais il est bien difficile d'affirmer que même si les Ferrari n'avaient pas eu d'ennui, Ronnie Peterson n'aurait pas pu l'emporter. Dernier tour pour Ronnie Peterson, et le directeur de la course Charles Dutch qui a levé le doigt à Ronnie Peterson. Il ne restait plus qu'un tour de circuit à accomplir. Ronnie Peterson qui va assurer au maximum, bien sûr, dans ce dernier tour, il possède 25 secondes d'avance. Et regardez comme il assure ici à Mirabeau. Et puis ici,
à l'ancienne gare, dans ce virage très lent. Regardez, il garde la seconde ici, mais vraiment presque au ralenti. Virage du portier qui débouche sur le tunnel, sur ce tunnel qui a été modifié l'an dernier, qui est un petit peu plus clair maintenant, mais également un petit peu plus long. Et puis Ronnie Peterson qui s'élance là pour passer la chicane. Là, il ne va pas du tout chercher la limite comme il l'a fait pendant une grande partie de cette course à la chicane. Au bureau de tabac, voilà, plus que 3 ou 4 virages avant de remporter son premier Grand Prix de la saison. Les S de la piscine, tranquille. Et pour la dernière fois, cette épingle de la Rascasse, la bosse qui précède la ligne droite des tribunes, et le drapeau va s'abaisser sur la Lotus Noir et Or de Ronnie Peterson qui remporte son premier Grand Prix de la saison. Nous attendons maintenant Jody Scheckter, alors qu'Emerson Fittipaldi vient de franchir la ligne d'arrivée. Il termine 5e à un tour. Nous attendons le deuxième, Jody Scheckter, que voici. Jody Scheckter qui obtient aujourd'hui son meilleur résultat en Grand Prix. Voilà Jody Scheckter, deuxième à 25 secondes environ. Nous attendons Jean-Pierre Jarier maintenant, le voici. Jean-Pierre Jarier qui, tout comme Jody Scheckter, va obtenir son meilleur résultat en Grand Prix en finissant 3e à une trentaine de secondes du vainqueur. Regazzoni va prendre la 4e place, Fittipaldi la 5e, Watson la 6e, Hill la 7e, Edwards la 8e et De Paillet la 9e. Voilà, Regazzoni est arrivé également. J'espère que nous aurons ce soir Jean-Pierre Jarier comme invité au cours de Sport Dimanche. Vous savez que l'émission Sport Dimanche sera retransmise en direct depuis Monaco. Juste un mot pour vous dire que au classement du championnat du monde, Fittipaldi, ou plutôt Regazzoni doit... Non, c'est ça. Fittipaldi prend la première place maintenant avec 24 points. Devant Regazzoni, 22 points. Et Lauda, 21 points. Vous voyez que jamais ça n'a été aussi serré. Ulm reste 4e avec 11 points. Et Ronnie Peterson rejoint Jean-Pierre Beltoise à la 5e place avec 10 points. Nous en sommes à la 6e des 15 épreuves de la saison. Rien n'est encore joué, mais vraiment tout cela est bien passionnant.